Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire FileMaker intitulé Planifier votre app personnalisée. Tout d'abord, je me présente, je suis Douglas Wallis, responsable technique chez FileMaker et je suis joint aujourd'hui de Benoît Joly de chez Active Development. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de la planification de votre app personnalisée. Ce webinaire est basé sur le e-book que nous avons sorti l'année dernière, qui s'appelle Planification, qui fait partie de 3 e-books, planification, création et déploiement. Tout d'abord, un petit point technique. Donc, comme vous avez pu remarquer, nous utilisons un logiciel intitulé GoToMeeting pour passer cette vidéo. Si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez vous connecter sur le site de Citrix pour avoir plus d'informations, mais il est vivement recommandé d'avoir une bonne connexion Internet pour pouvoir visualiser correctement ce webinaire. Vous avez également la possibilité de nous poser des questions. Nous essaierons de répondre à certaines de ces questions à la fin du webinaire. Il suffit d'écrire dans la section questions votre question et nous vous répondrons dès possible. Donc je vais vous présenter Benoît Joly de la société Active Development qui va vous expliquer comment correctement planifier son application. Merci Douglas pour cette introduction. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis Benoît Joly, je suis gérant associé chez Active Development. Nous sommes une société d'ingénierie et de développement d'applications sur mesure. Nous travaillons beaucoup avec la technologie FileMaker. Nous sommes partenaires Platinum de FileMaker. Mon rôle chez Active Development, c'est justement de traiter la phase de planification de projet dont nous parlons, c'est-à-dire toutes ces phases qui sont en amont du lancement réel du développement du projet. FileMaker nous fournit 3 guides dans la série planification, création et déploiement, comme l'a dit Douglas. Le diagramme qu'il nous présente est justement montré comme un cercle, c'est un choix qui a été fait à dessein. Le développement d'applications ad hoc, sur mesure, personnalisé, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, est souvent un process qui est cyclique. On entend beaucoup parler aujourd'hui de processus agiles ou itératifs. On y suit des politiques de petits pas dans la réalisation d'un outil, par opposition au processus qu'on appelait en V autrefois. On les avait institutionnalisés notamment en France par le passé. C'était des processus où l'on décrivait précisément l'intégralité des fonctionnalités d'un outil, quelle que soit sa taille, avant de commencer à le programmer. C'était quelque chose qui nécessitait une planification extrêmement avancée, mais où on pouvait se perdre, notamment sur des projets un petit peu complexes. Pour chaque projet, cependant, quel que soit le mode de gestion choisi, il est toujours bon de passer par les étapes de planification, de conception, architecture, création, puis de déploiement. Aujourd'hui, nous allons donc parler de cette première phase, la planification. Pour ceux qui ont une mémoire visuelle, je vous présente ici les guides de FileMaker qui sont publiés sur le site web. Vous avez le lien qui s'affiche ci-dessous. Vous les avez peut-être déjà vus ou parcourus. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande vraiment de les lire parce que même pour des gens qui ont une grosse expérience de FileMaker, c'est des guides qui vont pouvoir vous apporter pas mal d'informations ou en tous les cas, vous proposer de vous confronter dans vos méthodologies à ce qui est proposé par des gens qui ont quand même un recul assez important sur ce monde-là. Alors avant de commencer, on va se poser une question cruciale, c'est qu'est-ce qu'une app sur mesure? C'est tout d'abord une application qui est créée à l'aide de la plateforme FileMaker, qui est conçue pour satisfaire des besoins spécifiques de votre activité. C'est une application qui fait exactement ce que vous avez besoin de faire et comme vous voulez que ce soit fait. Ça vous évite d'avoir à adapter votre métier ou vos process à une application existante ou à une façon de faire qui ne serait pas la vôtre. C'est la différence entre du prêt-à-porter et du sur-mesure.
Le guide de planification insiste sur 5 facettes de la préparation d'un projet. Chacune est utile, elle mérite de l'attention, toutes, mais si vous ne suivez pas l'intégralité de ces bonnes pratiques, on vous conseille quand même de vous pencher sur chacune d'entre elles. Elles vont pouvoir vous apporter un regard différent, comme je le disais juste avant. Les facettes sont les suivantes. Il y a d'abord le but, ce que cette app devra apporter comme aide, comme fonctionnalité, comme assistance. Il faut se focaliser aussi sur les utilisateurs, leurs problèmes à régler, sur les moyens d'interconnexion et d'accès à l'app dans son écosystème. Où est-ce qu'elle sera utilisée, quel type de sécurité elle devra appliquer. Il faudra aussi se pencher sur comment s'assurer que l'app sera un succès, surtout si c'est la première fois que vous faites un tel projet, que ce soit avec des pièges en termes de méthode de développement, mais aussi en termes de pilotage de votre relation aux utilisateurs et d'adhésion de ces utilisateurs. Et puis un dernier point, comment faire que ce plan que vous avez sera une réalité. C'est Mike Tyson qui disait « Tout le monde a un plan jusqu'à prendre un premier crochet ». C'est un petit peu la même chose pour le développement informatique. Il faut confronter votre plan à la réalité. Dans une organisation, chacun peut avoir des besoins particuliers avec des points de vue différents. Il est important de commencer à bien circonscrire le besoin, à le clarifier. L'application doit ensuite être pensée en gardant en tête quelle mission elle doit remplir, quelle fonction est-ce qu'elle aura pour les utilisateurs cibles, et éventuellement en quoi est-ce qu'elle aidera d'autres utilisateurs. Cette hiérarchie va vous aider à prendre des décisions au moment de démarrer votre projet, mais aussi il faut garder en tête qu'un outil qui veut tout faire tout de suite et au goût de chacun, sur un même pied d'égalité, risque de jamais pouvoir satisfaire pleinement tout le monde et vous risquez de vous empêtrer dans un système qui ne marchera jamais. Pour faire un design qui sera centré sur l'utilisateur, il faut garder en tête que vos utilisateurs sont en première ligne. Il est donc nécessaire de partir de leur travail, avec leurs outils actuels, de se mettre dans leurs chaussures pour regarder le monde comme ils le voient, pour pouvoir ensuite commencer votre conception dans de bonnes conditions. Il y a un premier piège conceptuel qui est de penser que les utilisateurs vont établir un cahier des charges et qu'ils vont même préparer eux-mêmes, seuls, ce cahier des charges. L'utilisateur, en fait, est plus capable de faire une expression de besoin, un listing à l'après-vert de ce qu'il y a à réaliser pour les aider. Et encore, ça va être à vous de l'aider à accoucher de ce travail-là. Très souvent, les gens font certaines choses mécaniquement, par habitude, et ne vont pas forcément les souligner comme des choses vraiment faisant partie de leur process. Sans un regard extérieur, l'utilisateur aura tendance à faire une expression de besoin qui deviendra une description de son métier au global, à tout demander sur un pied d'égalité, et il va falloir ensuite que vous l'aidiez à faire un tri entre ce qu'il doit faire encore avec sa propre intelligence, même si on lui fournit un outil extraordinaire, et par contre à bien déterminer ce en quoi l'outil devra l'aider. Il faudra aussi qu'il trie ce qui lui prend réellement du temps et qui doit être automatisé, et ce qui est complexe mais qui ne lui prend que quelques minutes par trimestre. Puis aussi à hiérarchiser ce qu'il faut faire tout de suite dans cet outil et ce qu'il peut attendre, notamment pour avoir une phase de maturité du projet qui soit intégrée, fonctionnelle, etc. et que l'on fasse éventuellement des ajouts par la suite. Pour commencer sur ce sujet, il est important de comprendre ce que l'application va pouvoir faire, où sont les utilisateurs quand ils le font, et si l'outil reflète ça, les utilisateurs vont plus facilement l'adopter, ils vont participer à l'améliorer, ils vont agir en propriétaire de cet outil, et tout ça, ça va garantir son succès. On sait que l'adhésion des utilisateurs à un projet, c'est quelque chose qui est souvent un challenge, qui est soit érigé comme le centre des problématiques, soit complètement passé sous silence. Il faut arriver à trouver le juste milieu entre ces deux tendances. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de méthodes pour la découverte des besoins. Plusieurs sont présentées dans le guide. D'après nous, ces méthodes doivent être utilisées en fonction du contexte utilisateur. C'est-à-dire que la phase de planification est souvent une phase où l'on crée l'adhésion future des utilisateurs, comme on vient de le dire, et on se prémunit contre les réticences au changement. Mais c'est là-dedans qu'il faut appliquer vos bonnes pratiques, c'est-à-dire nous,
Typiquement, ce que l'on fait, c'est qu'on commence par rencontrer les utilisateurs finaux de l'outil, même s'ils ne sont pas les donneurs d'ordre. Et puis, on va enregistrer les conversations avec eux ou les présentations qu'ils nous font de leurs outils actuels. On utilise des outils d'enregistrement audio ou de screencast selon ce qui est présenté. Et puis ensuite, on rencontre les donneurs d'ordre, chefs de service, commanditaires du projet, et on va reformuler les demandes qui nous sont faites. C'est ce qui permet de valider qu'on a bien compris les besoins et que les tenants et les aboutissants formulés par les uns soient bien compris aussi par les autres. Ça va nous permettre aussi dans cette phase de prioriser les réalisations. Les utilisateurs ont tous de nombreux besoins. Tous ne sont pas aussi vitaux les uns que les autres et tous ne nécessitent pas d'être satisfaits immédiatement. Et c'est souvent le rôle du donneur d'ordre que de faire cette décision. Après, il y a quelque chose sur lequel on essaye d'insister beaucoup, c'est qu'on donne aux utilisateurs et aux donneurs d'ordre, dès qu'on le peut, des ratios de bénéfice-coût, c'est-à-dire des ratios en temps ou en budget sur la complexité de chaque module ou de chaque fonctionnalité envisagée. Souvent, il y a des actions qui sont présentées comme à automatiser car elles sont redondantes, alors que l'action est faite une fois par an et par une seule personne, alors qu'aucune autre activité est réalisée par tous, sans que personne ait le recul pour voir qu'un petit gain de temps sur cette activité pourrait sauver des heures de travail à la personne. Donc je vous propose qu'on prenne un exemple concret sur un projet qu'on a réalisé pour Genève Roule. Genève Roule est une association suisse qui offre pas mal de services à la communauté. Notamment, ils travaillent sur un programme d'insertion de chômeurs de longue durée, de demandeurs d'asile, de personnes éloignées de l'emploi. Ils offrent aussi des services de location de vélos pour tout public. Et ils font de la gestion de flotte de vélos portant les couleurs d'entreprises ou d'organisations internationales qui sont basées à Genève. Beaucoup d'institutions qui s'appuient sur l'association pour fournir un parc de vélos à usage de leurs employés ou de leurs membres. Et puis, ils proposent aussi des vélos en libre service pour le grand public du type Vélib ou Vélov, comme on les a en France. Donc cette association nous a contactés au sujet de la gestion des interventions de leurs mécaniciens volants. C'est des personnels qui passent leur journée sur les routes avec des vélos qui sont des ateliers mobiles. Et ils vont réparer les vélos aux quatre coins de la ville, faire des fiches d'intervention. Ils interviennent autant sur des vélos en libre service que pour des particuliers qui ont un abonnement ou pour des entreprises qui prennent un contrat de maintenance annuel avec l'association. Et ces équipes étaient beaucoup organisées autour d'une gestion de papier avec des processus très lourds. Les clients appelaient le secrétariat, la secrétaire allait contrôler dans un outil si la personne avait un abonnement en cours. Ensuite, elle insérait la demande dans un agenda des interventions. Et chaque matin, elle transmettait à chaque mécanicien la liste de ses interventions du jour. Et puis, lors de l'intervention, le mécanicien rédigeait les bons de dépannage sur des carnets à souche. Il ramenait tout ça au bureau le soir pour qu'une ressaisie soit faite dans l'outil de facturation. En fait, quand on s'est rencontré avec l'association, on a échangé sur leur métier, sur ce qu'ils faisaient, sur les besoins, les processus actuels. On a photographié les outils utilisés, les papiers utilisés. Et puis, le client, de son côté, nous a préparé une vision globale sous forme d'un mind map des idées et des besoins qu'ils avaient pu recenser au sujet de cette activité. Ça nous a permis de bien formaliser la vision de ce qu'ils voulaient. Ils avaient déjà essayé de rendre les choses de façon assez synthétique. On s'est appuyé dessus pour mieux cerner les attentes, mais on a aussi ensuite déroulé un processus plus détaillé de découverte du besoin, même s'il nous avait fait cette expression-là sous forme d'un mind map très structuré. À la suite des premiers échanges, nous nous sommes assurés d'être capables de résumer ce qu'ils faisaient actuellement et ce qu'ils souhaitaient faire avec l'application. Alors, il est utile dans ces premières réunions avec le client de clarifier ce que vous avez appris. La méthode de l'évaluation des objectifs, c'est une méthode qui est très efficace pour ça. Elle passe par plusieurs étapes, mais grosso modo, les grandes questions à se poser, c'est d'abord
que font les utilisateurs aujourd'hui, où sont les problèmes, les lenteurs, les saisies inutiles, les souffrances qu'ils peuvent avoir dans l'exercice de leur métier avec le process actuel, et qu'est-ce qu'ils veulent comme résultat de tout ça. Et en clair, ce process ne doit pas se concentrer sur l'ensemble des soucis, mais expliquer où est-ce que l'application doit avoir un impact maximal. C'est là qu'on va hiérarchiser les choses. Mais c'est aussi dans cette phase qu'on va essayer de lever les situations de besoins inconscients qui n'auraient pas été montrés par l'utilisateur, mais qui vont nous permettre quand même de détecter des situations de conflits entre des gens, de conflits dans le processus de traitement des données. Toutes ces choses-là qui parfois sont sous-jacentes, ne sont pas exprimées dans la première réunion et qui pour autant sont très centrales dans la gestion qui doit être faite. On a souvent à prendre en compte un côté assez schizophrène ou bipolaire dans ces phases de conception, c'est-à-dire que l'utilisateur pense qu'il a un seul besoin, mais en général, ça a deux facettes. Il y a un besoin de structurer l'information, de faire un entrepôt de données. Beaucoup d'utilisateurs se concentrent sur cet aspect, structurent toute leur pensée pour gérer l'information à plat, ou comme si elle était saisie, elle était utilisée en une seule fois, au même endroit, etc. Puis on découvre rapidement qu'il y a besoin généralement que l'application suive un processus, un workflow assez spécifique, qu'une personne donne une décision, que l'autre doit avoir un regard et voir un tableau de bord à tel moment. La plupart des outils doivent satisfaire ces deux injonctions et elles sont parfois difficiles à réconcilier. La phase de planification que vous allez suivre doit donc bien clarifier ce point car ça peut présenter une grande quantité de pièges de conception que de penser les choses comme étant faites en une seule fois. Donc nous avons vu comment les choses marchent. Maintenant, on a vu aussi plus ou moins pourquoi est-ce qu'elles sont faites comme ça par les utilisateurs. Dans la section qui suit, on va se focaliser sur une méthodologie pour définir comment les choses vont devoir fonctionner dans le futur. Pour ça, il faut voir avec le donneur d'ordre notamment l'ensemble des points qui sont présentés ici, c'est-à-dire qui va utiliser l'application, quelles sont les fonctions dont l'équipe a besoin, où est-ce que la nouvelle application sera utilisée, quand est-ce qu'elle sera utilisée, quels appareils ils auront pour ça, comment ça va interagir avec l'écosystème. Toutes ces questions-là sont un peu redondantes avec ce qui était fait par le passé, mais par contre, si on ne les pose pas de cette façon-là aussi pour le nouvel outil, on risque de passer à côté d'opportunités de faire des changements qui seront des changements pertinents. Donc il faut vraiment passer dans une deuxième phase sur ces différentes questions. La problématique là-dedans, c'est effectivement de ne pas se répéter. Sur le guide qui est fourni par FileMaker, il y a 7 pages de scénarios utilisateurs. Je vous propose de ne pas les repasser en revue maintenant. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que ces pages vous donnent une très bonne vue d'ensemble de chacun de ces aspects, qu'elles contiennent des exemples qui sont vraiment pertinents, et elle vous aide à vous poser les bonnes questions ou à formuler les bonnes questions aux utilisateurs, notamment pour obtenir des réponses claires. Si on n'est pas très structuré dans cette phase-là, l'utilisateur peut nous empêtrer et nous emmener dans quelque chose qui n'est pas suffisamment structuré pour qu'on en tire la substantifique moelle. Donc ce que je vous suggère, c'est de les lire à tête reposée et de ne pas attendre de nous dans ce webinaire qu'on fasse la présentation de chacune de ces pages. L'idée, c'est surtout que vous vous les appropriez, quitte à reformuler certaines choses qui ne conviennent pas à votre façon de penser. Il faut faire de ce genre d'outil quelque chose qui vous parle, qui soit vôtre et qui vous permette d'avoir une façon claire, structurée, procédurale pour concevoir votre projet. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller voir d'autres ressources. Il y a notamment le FileMaker Custom App Academy. C'est des vidéos qui sont en anglais et notamment qui commencent dans la section 201, la première leçon, qui commence avec un tutoriel au sujet de la planification. Je vous donnerai une série de liens à la fin de la présentation pour accéder à tous ces outils-là.
Ensuite, donc, quelle que soit la méthode que vous allez suivre, via le guide de planification, les conseils qui vous sont donnés dans les différentes sources de FileMaker, des méthodes qui sont externes et que vous auriez apprises dans votre cursus, le but c'est toujours d'être efficace et exhaustif dans la description des besoins, vous l'avez compris. Pour plus de clarté auprès des utilisateurs, vous pouvez par exemple grouper ce que vous avez recueilli dans des catégories, comme dans l'exemple qui vous est présenté ici. Si besoin, vous pouvez aussi utiliser ce tableau-là comme un pense-bête lors de vos entretiens avec les utilisateurs pour essayer de penser toutes les facettes de ce qui pourrait être nécessaire. L'idée étant toujours de couvrir toutes les possibilités, de les matcher avec les besoins de l'application à mettre en place sans rien oublier. Après, une fois qu'on a fait ça, qu'on a posé nos spécifications premières, il y a encore pas mal de questions qu'il faut qu'on se pose. D'une part, les utilisateurs ne seront pas forcément les personnes les mieux placées pour répondre à ces questions. Donc ça va être le moment de faire rentrer notamment les services informatiques s'il y en a, et de prendre leurs desiderata en compte, les problématiques de structure, les contraintes, les enjeux, qui risquent de modifier drastiquement la façon que vous pourriez avoir de concevoir votre outil, et de vous poser des questions sur l'accessibilité, sur la sécurisation, sur l'hébergement, qui seront centrales au moment de vraiment vouloir déployer tout ça. C'est aussi le moment de considérer si, à moindre effort, il ne serait pas possible d'utiliser l'outil pour améliorer les process en amont et en aval des utilisateurs que vous avez rencontrés pour l'instant. Par exemple, des services achats ou des clients finaux avec des extranets ou autres. Vous faites quelque chose qui va glaner de l'information, qui va être capable d'en ressortir. Ça pourra affecter ce genre d'intervenant à votre projet. Alors bien évidemment, si votre application est autonome et qu'elle ne dépend pas de données externes, elle sera bien plus facile à structurer et à maintenir dans sa bulle. Mais si par contre vous devez faire entrer une autre source de données en amont ou en aval de votre activité avec des interconnexions, des imports-exports, des accès externes, la complexité pourra augmenter très vite. Surtout si ces interconnexions vont impliquer un workflow de chargement et de déchargement d'informations entre les outils, avec des points de blocage asynchrone pour des prises de décision. Et une fois ces choses posées, bien entendu, l'application pourra évoluer de façon itérative ensuite pour accompagner la croissance de votre business et puis rajouter d'autres modules d'interconnexion par la suite. L'idée étant pas forcément de tout mener de front dans le branchement de votre projet à son écosystème. Alors, il y a un dernier point qui est vraiment important, c'est la sécurité, bien évidemment. Alors, faire le point à ce sujet, ça va nécessiter d'inclure une réflexion très globale sur l'outil, sur ce qu'il contient, sur les réglementations dans votre branche d'activité. Est-ce que vous êtes soumis au règlement de la CNIL, par exemple? Est-ce que vous devez déclarer votre base de données à cette fin? Est-ce que vous êtes sous le coup de réglementations spécifiques, par exemple sur les données de santé qui sont soumises à des obligations qui sont très précises, qui sont draconiennes? Sur les questions de sécurisation, d'hébergement, de droit d'accès, de monitoring, d'audit trail, toutes ces choses-là sont très codifiées par la loi. Il y a un autre champ d'application qui est bien mis en lumière en ce moment, c'est la nouvelle loi antifraude à la TVA qui est en application maintenant depuis janvier 2018 et qui concerne tous les systèmes qui enregistrent une notion de paiement pour des clients qui sont soumis à la TVA. C'est-à-dire tous les outils, même faits sur mesure, qui permettent de cocher qu'on m'a payé telle chose, ou qui permettent de prendre une commande, doivent être certifiés sous peine d'amende. Et la responsabilité là-dessus est en train d'être poussée par le gouvernement. Si vous n'avez pas conscience de ce cadre réglementaire, il faut commencer par se documenter là-dessus avant de finaliser la conception de votre projet, car ça va impacter énormément les choses que vous aurez à faire pour votre projet. Outre ces réglementations spécifiques et la sécurité globale, il faut se dire que c'est en train de devenir un point qui est central aux yeux du législateur. Il y a une obligation légale maintenant du privacy by design
qui pourrait être traduite par vie privée assurée dès la conception. Ça a été instauré par la RGPD, c'est la réglementation qui a été votée au niveau européen et qui entrera en vigueur en mai 2018, ce qui va concerner tous les outils qui gèrent des données personnelles, des noms de personnes vivant en Europe et des informations à leur sujet. Quand je dis tous les outils, ce sont tous les outils concernant des Européens. Donc la très grande majorité des bases de données entrent dans le champ d'application de cette loi et elle est extrêmement coercitive. À partir de toutes les informations que vous avez, vous allez devoir bâtir un plan de sécurisation de votre outil. Vous devez aussi, si vous êtes sous le coup de la RGPD, établir un registre du traitement pour documenter de façon exhaustive les mesures mises en place. Et vous devez avoir un DPO, c'est-à-dire un Data Protection Officer, c'est le responsable de votre traitement des données, afin de pouvoir satisfaire les règles de ce règlement européen. Votre planification en amont va vous aider grandement quand vous allez faire cette documentation et ce sera déjà une preuve que vous avez réfléchi la protection de la vie privée dès le début de votre projet, ce qui est une demande de la loi, donc pouvoir prouver que vous y avez réfléchi est déjà un grand pas en avant. Ensuite, avec la sécurité, il reste à se poser la question de l'accessibilité de l'outil, comment est-ce qu'elle va être distribuée aux utilisateurs, est-ce qu'ils seront sur FileMaker Pro, Go, sur un navigateur avec WebDirect. Combien de personnes auront accès à l'application? Est-ce qu'ils seront dans l'intranet ou est-ce qu'ils seront à l'extérieur? Est-ce qu'il va falloir leur déployer un VPN? Qui fera le suivi du serveur, des backups, des mises à jour, etc. Quel sera le volume des accès et la charge normale de ces accès? Tout ça, ça va vous aider à tailler le serveur et l'infrastructure correspondante. Ensuite, quand vous avez fait le tour de toutes ces questions, vous avez besoin d'aller faire un tour complet de tout ça pour s'assurer que vous avez tout bien compris et que votre proposition va satisfaire les attentes des utilisateurs. Il est vraiment important, nous semble-t-il, de faire des croquis et des maquettes. Et de même que quand vous concevez votre maison ou sa rénovation, c'est moins coûteux de dessiner que de faire et de défaire, c'est exactement la même chose pour un logiciel. Alors, il y a beaucoup d'outils qui existent pour faire cette étape du prototype. Nous, pour nos premières réunions avec les clients, on passe la plupart du temps par des dessins à main levée. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser les outils iPad de vectorisation et, si possible, projeter en temps réel l'écran de l'iPad sur un tableau blanc, ce qui permet à l'utilisateur que je suis en train d'interviewer d'ajouter des informations au marqueur effaçable sur son tableau blanc au sein de mon schéma sans qu'il craigne d'abîmer le travail qui est en cours et sans gréver donc sa créativité. Le but principal de tout ça, c'est d'utiliser un outil qui vous permettra de dessiner vite, propre, mais aussi d'effacer et de refaire des propositions sans avoir de frustration sur le temps perdu. Les outils qu'on va pouvoir utiliser ont l'avantage de permettre aux clients de participer à toute cette phase-là et notamment de se sentir capable de faire des suggestions de façon interactive avec nous. Après, on peut faire l'usage d'outils plus complexes ou des outils de présentation notamment plus avancés. On utilise aussi, nous, en deuxième passe, des outils experts dans la conception. Alors tous les outils ne sont pas à la portée de tout le monde, hein, même si vous êtes un développeur éclairé, il y a certains outils professionnels qui peuvent sembler plus évidents à certains qu'à d'autres. Moi personnellement j'utilise souvent Paper sur l'iPad Pro avec le stylet, mais j'utilise aussi assez souvent OmniGraffle ou Balsamiq. Après, au sein de notre équipe, les choix parmi ces outils sont assez différents selon les chefs de projet. Quoi qu'il en soit, mon conseil ce serait de dire il faut en essayer plusieurs et ensuite vous décidez pour l'un d'eux que vous maîtrisez bien. Il y a des avantages à certains outils qui vont vous proposer de gérer le versionning de vos propositions, le partage vers plusieurs formats pour des envois aux utilisateurs, ou alors l'utilisation d'un chemin de démonstration interactif où l'utilisateur va pouvoir cliquer sur des boutons pour passer d'un écran à l'autre. Tout ça, ça peut l'aider
à se projeter dans l'application. Quoi qu'il en soit, il y a une chose à garder en tête, c'est utiliser l'outil avec lequel vous êtes à l'aise. Ce qu'il faut, c'est que l'outil entre vous et l'idée soit jamais un frein. C'est ce que je dis souvent à nos chefs de projet. Si il y a une seule once de problème dans cette dimension-là, c'est que c'est le mauvais outil et qu'il ne faut pas l'utiliser. Après, il y a certaines personnes qui utilisent FileMaker comme un outil de prototypage. Alors sans y mettre les tables, les rubriques dans leur ensemble, c'est possible de faire un prototype pseudo-fonctionnel de l'application. Ça peut être efficace, ça peut être esthétique. Le piège que j'y vois, c'est que ça peut devenir chronophage, notamment si vous voulez présenter des données dans vos prototypes. Dans ce cas-là, il faut remplir des tables et créer les rubriques, les présenter avec les rubriques réelles. Vous en êtes à faire une partie du développement juste pour faire du prototypage et vous aurez un peu plus tendance à ne pas vouloir défaire ce qui est fait si ça vous a demandé un peu de travail de développement déjà, quand l'utilisateur vous dit non, mais ce serait mieux de faire autrement. Après, il y a des personnes qui s'appuient aussi sur des solutions de démarrage de FileMaker. Ils les modifient un peu à la surface pour pouvoir montrer aux utilisateurs ce à quoi pourrait ressembler leur outil final. C'est un choix qu'on fait assez rarement de notre côté. Ce que je vous propose là maintenant, c'est de revenir sur notre projet avec Genève Rule, avec quelques exemples concrets. C'est pas exemplaire, c'est ce que nous avons fait dans un cas réel, qui sera peut-être une inspiration pour vous. Alors, durant la phase de conception avec les utilisateurs, il y a ici quelques exemples de brouillons qu'on a mis en place pendant la phase d'échange avec le client. Le principe, c'est toujours de clarifier avec lui ce qu'on vient de lui demander et de lui proposer dans notre langage expert et de le reformuler dans des termes et des schémas qui sont faisables avec FileMaker et qui soient compréhensibles par lui. Alors attention, pour les premiers dessins qu'on a fait, on a tous tendance à ne pas vouloir les abîmer ou les surcharger parce qu'on aime bien garder ce type de schéma aussi beau que possible. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le premier jet, il n'a pas pour but d'être beau. Il doit d'abord nous aider à penser à tout, permettre à l'utilisateur de dire « Ah bah tiens, ce serait bien d'avoir une case qui fasse ceci ou qui fasse cela ». Et puis de s'assurer que ce qu'on a posé sur le papier va satisfaire l'utilisateur. C'est la beauté, le spacing des informations, tout ça, ce sera vu dans un second temps. Après, chez Active Développement, nous essayons toujours de continuer à être assez créatifs, à proposer des pistes alternatives à l'utilisateur quand il nous présente son besoin. L'idée, c'est que quand l'utilisateur vient, il conçoit son besoin qu'avec les mots, les outils qu'il connaît, avec les références qui lui sont habituelles, avec les choses qu'il a déjà vues, bien évidemment. Donc, quand vous lui proposez des outils nouveaux, des présentations différentes, des façons d'aborder le problème différentes, l'idée, c'est pas d'être pousse au crime en voulant faire quelque chose de plus complexe ou autre, c'est de lui offrir une autre hauteur de vue pour faire un outil qui ne sera pas forcément usine à gaz au final, mais qui aura l'avantage d'avoir abordé sa conception avec une vision un peu large et qui sera peut-être plus pertinente que l'idée qu'il s'en faisait initialement. On s'aperçoit souvent pendant la phase de conception que l'utilisateur s'inhibe assez inconsciemment sur des besoins parce qu'il pense que ce sera trop complexe ou onéreux ou long à réaliser, alors qu'avec FileMaker, vous pouvez réaliser certaines choses de façon très très simple et rapide, et même propre, facile à maintenir, etc. Donc ne laissez pas la seule créativité de l'utilisateur être la source de votre planification. Faites-lui parler de son métier, il faut le repousser à parler de son métier, même quand il en vient à parler de l'application elle-même. Et tendez-lui des perches autant que possible pour voir s'il les saisit. Il y a des choses qui seront peut-être pas pertinentes, c'est pas grave, il faut avoir proposé, ouvert des portes. Après, dans un deuxième temps, vous pouvez proposer de hiérarchiser géographiquement l'information au sein des écrans. Et là, c'est l'idée de pouvoir redessiner les choses, lui proposer de les bouger au sein de l'organisation de la page. Chez Active Développement, on essaye de ne pas placer cette étape trop tôt dans la phase de planification, sinon le graphisme va pouvoir devenir un frein à la créativité. Donc le but, c'est que cette phase arrive après qu'on ait bien compris le besoin et qu'on l'ait reformulé.
Et ensuite, là, on commence à mettre le pied dans l'interface utilisateur. Pour cette phase-là, on va pouvoir proposer de voir les navigations entre les écrans, faire des maquettes de navigation pour que l'utilisateur comprenne bien qu'il n'y aura pas de bouton pour revenir de tel écran à tel écran, etc. Une autre situation assez classique, c'est que on a parfois des aspects opérationnels qui nous sont présentés par les utilisateurs qui considèrent qu'ils ont des process, des règles de calcul qui sont vraiment très complexes et qui les manipulent depuis des années sans avoir voulu ou pu clarifier et rendre cartésiennes les modalités d'application de leur métier. Alors, chez Active Développement, on essaye de toujours bien insister sur ces éléments-là parce que c'est souvent assez symptomatique de situations qui sont à risque pour nous au moment de développer, notamment pour l'adhésion des utilisateurs qui, s'il n'est pas clair ce que fera l'outil quand je clique ça, risque d'avoir des problématiques en termes d'usage sur le long terme. Donc on part du principe qu'il faut toujours soulever le tapis dès qu'on a l'impression que quelqu'un a laissé un tas de poussière dessous. Donc ça nous pousse souvent à devoir créer des représentations un peu ad hoc de choses qui sont dans l'ordre du non-dit. Là, je vous ai mis un exemple d'une représentation temporelle, d'une gestion de congés payés avec une timeline qu'une de nos clientes gérait depuis des années, mais où elle avait du mal à nous donner une vision vraiment claire des règles qu'elle suivait pour les cas particuliers de gestion des bornes, de qui perd ses congés à tel moment, jusqu'à quand est-ce qu'on peut prendre un congé, à qui, à telle période, etc., etc. Finalement, le fait de poser ce genre de choses amène parfois les entreprises à dire bon, ben, on va faire une note de service maintenant parce que cette conception-là a clarifié ce qu'on faisait, ce qui n'avait jamais été fait de façon vraiment mathématique, entre guillemets, ou en tous les cas rendu applicable par tous sans que le savoir-faire d'une personne habituée soit la seule ressource utilisable. On a aussi des cas de représentation pour des processus métiers complexes, notamment quand votre base de données doit s'insérer dans un process où il y a plusieurs intervenants, où il y a plusieurs outils, où il y a des façons d'aborder qui sont différentes. L'idée, c'est de faire un premier jet comme celui que je vous mets là en exemple, qui sera une granularité très très large du projet et qui va nous permettre de dire, bon ben, avant de descendre dans la granularité du module fait par FileMaker, on s'assure que celui qui doit lui passer le message est bien disponible à tel moment, que l'autre qui sera en aval de ce projet-là est bien en attente et a bien les portes ouvertes pour pouvoir recevoir telle information à tel moment. Ces problématiques d'échelle, il ne faut pas hésiter à faire des schémas très simples au début pour pouvoir ensuite descendre dans des processus plus complexes. Si j'en reviens à notre projet de Genève Rule, on a eu à faire avec les utilisateurs une petite formation à ce que c'était qu'un modèle MCD. Alors, on ne fait pas ça sur un modèle entité-association de FileMaker, on fait vraiment un MCD au sens base de données du terme. Pour des non-informaticiens, en fait, c'est des choses qui se comprennent assez vite, les notions de cardinalité, etc. On va leur expliquer en français, relation par relation, chacun des cas particuliers, notamment pour s'assurer que notre compréhension n'a pas été biaisée. Quand on dit à Genève Rule qu'un client peut avoir 0 ou N abonnements, mais qu'un abonnement ne peut concerner qu'un et un seul client, dit en français tout en pointant sur le schéma ce qu'il en est, l'utilisateur le comprend très bien et très souvent il s'approprie cette méthode pour poursuivre cet usage. Ensuite, selon les cas, il peut nous être nécessaire de faire une repasse globale un peu plus clarifiée, notamment si l'utilisateur veut faire des présentations à ses utilisateurs ou à des collèges de donneurs d'ordre. C'est pas systématique qu'on en vienne à refaire des maquettes en une dernière passe comme celle-ci avant de faire le développement. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est d'utiliser ces phases de prototypage, de maquette, etc. dans des systèmes d'essai-échec. Il faut proposer vos étapes aux utilisateurs, leur demander leur avis et qu'ils puissent vous faire leur retour.
Si vous ne faites pas de l'itératif, ils auront l'impression que vous leur descendez un outil de façon péremptoire. Ensuite, bon, chez Active Développement, à la suite de la conception, selon la complexité du projet, la description des écrans et des fonctionnalités qu'on a faites dans la conception, vont être posées dans un document qui sera textuel et qui sera un cahier des charges très détaillé. L'idée, c'est que chaque numéro de bloc d'information, on a des numérotations qui descendent vraiment jusque dans la granularité la plus profonde. Ces numéros vont servir de référence pour les phases de test par la suite, en disant au point 5.8.4.2, il était prévu de cliquer à tel endroit et que ça fasse ça. En fait, on voudrait que, etc., etc. L'idée, c'est qu'un tel document va pouvoir lister de façon exhaustive toutes les fonctionnalités de l'outil, les privilèges d'accès, les volumes de données prévus, les interactions avec l'utilisateur, la description de chaque écran, le comportement des boutons, etc. Ce que j'en dirais juste, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas de méthode juste ou fausse pour établir les demandes des utilisateurs. L'essentiel, c'est que ce soit clair, que ce soit exhaustif et que ce soit partagé entre le chef de projet et l'utilisateur final. Si votre méthodologie permet ça, c'est que c'est une bonne méthodologie. Après, à la fin de ces processus, au moment de livrer l'application aux utilisateurs, ils vont s'approprier facilement l'outil. Les maquettes qu'ils ont vues, qu'ils ont manipulées, qu'ils ont amendées prennent corps. Si la planification a été bien faite, l'adoption, c'est qu'une formalité derrière. Pour Genève Rule, il y a eu donc la réalisation d'une application qui a permis de résoudre tous les problèmes de workflow, qui a permis d'intégrer la signature des clients comme déclencheur d'un processus de facturation, qui a permis aux mécaniciens volants d'avoir toutes leurs données à jour en permanence et qui a supprimé totalement l'usage du papier. C'est un gain de temps, c'est un gain en termes de qualité du process. Donc la conception de cet outil a été faite par David Gentil, le design application a été fait par Nicolas Hunter. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quelle que soit la méthode que vous suivez, il faut que vous partiez du principe que votre projet va avoir un coût. C'est-à-dire que vous le développiez vous-même ou que vous preniez un consultant, vous allez le payer en temps passé ou bien en budget. Mais le volume de cet investissement va dépendre majoritairement de plusieurs choses, de la complexité des demandes que vous avez, du curseur que vous placez entre les fonctionnalités qui sont indispensables et superflues, de la flexibilité des demandes entre l'idée initiale qu'a l'utilisateur et ce que la technologie peut proposer nativement, et puis du temps que vous pouvez allouer à la phase d'expression de besoin et de priorisation. Et puis le dernier aspect, bien évidemment, c'est du budget. Maintenant, le guide de planification de FileMaker se termine par une série de suggestions pour que vous puissiez passer à l'étape suivante après la planification du projet. Il y a d'une part le site filemaker.com où vous avez la Custom App Academy qui contient pas mal de matériel. Il y a beaucoup de choses en anglais pour vous former, des PDF, des manuels, des vidéos, etc. Vous avez aussi le site internet de FileMaker Community où vous allez trouver des possibilités de mise en relation avec d'autres utilisateurs, des experts FileMaker, etc. Vous avez une section support du site FileMaker qui va vous donner accès aux documentations, aux bases de connaissances, aux guides d'installation, toutes ces ressources-là. Et puis enfin, vous avez la possibilité de faire appel à des consultants de la FileMaker Business Alliance qui vont pouvoir vous aider pour réaliser, pour concevoir, pour vous assister via du coaching sur votre projet. Le site de la Business Alliance vous donne accès à une recherche par spécialité, par zone géographique sur la zone trouver un consultant. Maintenant, avant de conclure, ce que je vais emprunter à Mark Richman comme type de conclusion, donc Mark Richman qui avait donné ce webinaire aux États-Unis avant moi, je vais vous partager quelques dictons et quelques slogans qu'on s'est créés au fil de nos expériences et au fil des apports de nos différents chefs de projet.
Les trois derniers que je vous présente là, c'est des traductions de ce que Marc avait proposé et qu'on a trouvé très pertinent, qu'on s'approprie maintenant. Les deux premières phrases impliquent que si on vous transmet une information, il faut absolument que vous en fassiez quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, il faut absolument dire que vous n'en faites rien. Si vous ne faites pas ça, vous avez un problème dans la chaîne de confiance et donc votre utilisateur aura rapidement une crainte de ne pas voir ses différentes demandes ou attentes satisfaites. C'est pas grave de dire à quelqu'un l'outil ne le fera pas, en tout cas c'est beaucoup moins grave que de ne pas le dire. Après, le point le plus important, à mon avis, à retenir, c'est le dernier point de cette liste, c'est ne considérez pas que votre application est terminée une fois que vous avez fait une première passe et un premier développement. Vos besoins vont changer, les technologies changent, les entreprises doivent évoluer pour rester dans la course. Si votre outil est figé, c'est certain qu'il est voué à trépasser à court, moyen ou long terme. On a vu des centaines d'exemples de sociétés qui ont fait un super projet FileMaker, qui ne l'ont pas ou peu documenté, qui ne l'ont pas maintenu au fil des années. Et puis les besoins ont changé, l'environnement technologique aussi, et 5 ou 6 ans après, ce qui était une application géniale devient quelque chose que les utilisateurs détestent utiliser, et ça devient un frein au développement de l'activité. Il faut garder en tête que FileMaker, c'est un outil qui est agile, il faut l'utiliser comme tel, ça va pouvoir vraiment être un changement important dans une entreprise que d'avoir un outil permettant de faire du sur-mesure, mais qui continue à être sur-mesure sur le long terme. Alors, c'est tout pour mes slides. Je remercie Mark Richman de Skeleton Key pour son travail initial sur ce webinaire. Il nous a beaucoup guidés pour la réalisation de cette présentation. Et je rends la parole à Douglas Wallis maintenant pour la suite. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations très précises. Donc nous allons répondre à certaines de vos questions, il y en a beaucoup. Tout d'abord, la première sur l'usage des solutions de démarrage qui sont fournies avec FileMaker Pro. Donc effectivement, vous pouvez les utiliser comme des exemples de ce que l'on peut faire. Alors moi, je vous recommande de ne pas forcément tout utiliser de ce que vous allez trouver dans ces solutions. L'idée, c'est pour vous donner une idée de ce qui peut être fait. Mais il est quand même dur de reprendre le travail de quelqu'un d'autre et d'essayer de recommencer à zéro par-dessus. Mais pour vous donner des exemples de modèles, de différents modèles entre un iPad, un iPhone et une version WebDirect, ces solutions de démarrage peuvent vous ouvrir les yeux sur l'utilisation de ces produits. Comme on revient souvent en fait, sur le principe de FileMaker, quand vous achetez une licence FileMaker, l'idée c'est de vraiment considérer ça comme une plateforme. Vous utilisez des produits sur une plateforme. Et donc comme Benoît l'avait dit, il faut vraiment prendre en considération les différents outils que vous avez dans FileMaker. Vous avez la possibilité d'utiliser sur votre Mac ou sur Windows, mais sur un iPad ou un iPhone, et avec la solution FileMaker WebDirect, de pouvoir utiliser également une solution sur un téléphone Android ou une tablette Android. Donc c'est un grand atout que FileMaker offre à l'utilisation, c'est d'avoir une plateforme unifiée qui fait qu'on peut avoir un éventail d'outils plus important que sur d'autres technologies. J'ai une question aussi au niveau du RGDP. Donc pour revenir rapidement, en fait, les éditeurs de logiciels ou les logiciels tels que FileMaker ne sont pas vraiment concernés directement par le RGDP, car en eux-mêmes, en fait, ils ne sont qu'un logiciel où vous allez gérer votre solution. Donc un petit peu comme Excel ou tous les logiciels qui vont gérer de la donnée. Ce n'est pas l'éditeur de logiciel qui va être certifié par le RGDP, c'est la solution finie. Et c'est là où, pour les entreprises, on leur recommande, surtout dans des grands développements, de faire appel justement à des partenaires, FileMaker, qui eux ont une connaissance de ce qui est bien à faire. Et j'encourage beaucoup de personnes, aussi bien de petites, moyennes ou grandes entreprises, de lire les informations sur le RGDP pour vraiment comprendre en fait quelle est l'importance de ces règlements qui, au bout du compte, n'a été créé que pour protéger les citoyens européens. C'est pas forcément, pour beaucoup de personnes voient ça comme un outil
des gouvernements pour gérer plus de données. En fait, le principe derrière le RGDP est de protéger le citoyen européen et pour éviter que ces données puissent disparaître ou être volées ou utilisées à mauvais escient. Également au niveau du hosting de FileMaker, donc vous avez plusieurs options qui vous sont offertes. Je vous invite à lire notre guide de déploiement qui vous donnera pas mal d'informations. Mais pour faire simple, vous avez, on pourrait dire, deux grandes options, hein. Vous pouvez utiliser FileMaker Pro tel quel et faire du partage de données poste à poste, qui est recommandé quand vous êtes très peu de personnes avec peu de données. Mais là, vous n'avez pas de solution de sauvegarde, de gestion par derrière, alors que FileMaker Server est un vrai outil de partage de données. Vous pouvez l'utiliser sur le cloud ou sur un serveur chez vous, chez un hébergeur. Et l'utilisation en est relativement facile. Des questions aussi sur les outils de prototype, hein. Donc, comme l'a évoqué Benoît, il y en a des tonnes sur le marché. Et comme Benoît l'a très bien dit, c'est à vous en fait de tester et de trouver le meilleur outil. Balsamiq est un outil qui est très très bien, mais il faut apprendre à l'utiliser. Et comme dans beaucoup de logiciels, parfois la phase d'apprentissage est un peu longue. Donc c'est à vous en fait malheureusement de faire un petit effort pour essayer de savoir exactement ce qui va vous aider pour mieux créer votre solution, aussi bien si vous êtes développeur en interne dans une société ou pour d'autres clients à l'extérieur. Nous avons pas mal d'autres questions, donc on reviendra vers vous soit par email, soit en vous appelant. Nous allons vous laisser les informations de ActiveDev si vous désirez les contacter. Vous pouvez le faire ou sinon vous pouvez très bien contacter soit notre service client ou notre service commercial. Vous trouverez toutes les informations sur notre site et vous pourrez les appeler avec un numéro soit en France, en Belgique, en Suisse ou également pour nos amis québécois qui nous écoutent. Je tiens à remercier Benoît pour sa présentation qui était fort utile. De rien, merci à toi. Et je vous dis à très bientôt et bon développement avec FileMaker. Merci et au revoir.